Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 95% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées? Si vous appréciez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et à laisser un j'aime. Cela m'aide énormément. Merci d'être là, d'ailleurs. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alden Merriweather conduisait des camions de 18 roues à travers les hivers rigoureux du Midwest depuis près de 2 décennies. Il avait appris à lire la neige comme les marins lisent les vagues. Ce soir-là, une tempête de neige s'abattait avec une violence inouïe sur le couloir de l'I-94, dans le Wisconsin. Une tempête blanche qui transformait les panneaux routiers en fantômes et réduisait la visibilité à la portée des phares. Son Freightliner Cascadia de 2019 fendait les congères avec la détermination d'un cheval de labour, tandis que l'unité réfrigérante derrière la cabine vibrait pour maintenir 18 tonnes de fruits de mer congelés à exactement -7,7 degrés Celsius. La cargaison était destinée à un distributeur à Minneapolis, et Alden avait environ 3 heures pour parcourir les 160 km restants avant que sa fenêtre de 14 heures ne s'achève, l'obligeant à s'arrêter pour une pause obligatoire de 10 heures. La radio CB crépitait de rares échanges, principalement des conducteurs signalant les conditions routières et avertissant des accidents qui avaient bloqué les voies et près de Madison. Alden maintenait une vitesse constante de 70 km/h, suivant les 2 traînées rouges des feux arrière d'un transporteur de bétail, à environ 200 mètres devant lui. Derrière lui, rien que l'obscurité et, de temps en temps, le balayage des phares d'un autre camion émergeant de la tempête. Le département des transports du Wisconsin avait émis un avis de non-voyage inutile 2 heures plus tôt, mais le fret ne se souciait pas des avis. Les épiceries avaient besoin de leur livraison de fruits de mer, et les entreprises ne payaient pas de frais de retard pour les intempéries, sauf si les routes étaient officiellement fermées. Alden continuait donc de conduire, les mains relâchées sur le volant, les yeux scrutant la glace noire et les reflets trahissant les dangers invisibles sous la poudreuse fraîche. Près du kilomètre 207, juste à l'est de Mustin, les feux de freinage du transporteur de bétail s'allumèrent, brillants et urgents. Alden relâcha l'accélérateur, le frein moteur grondant tandis que le Cascadia perdait de la vitesse. Devant lui, des cônes oranges canalisaient la circulation vers une seule voie, et au-delà, un panneau bleu et blanc indiquant une station de pesée émergea de la neige soufflée comme une apparition bureaucratique. Les stations de pesée du Wisconsin fermaient généralement pendant les intempéries sévères, mais le panneau au-dessus indiquait que la station était ouverte, et les véhicules commerciaux devaient s'y arrêter pour être pesés et éventuellement inspectés. Alden rétrograda et suivit le transporteur de bétail sur la bretelle, les pneus écrasant 15 cm de neige fraîche que les chasse-neige de l'État n'avaient pas encore touché. La station de pesée était nichée dans un creux peu profond creusé dans des terres agricoles gelées, entouré de champs vides s'étendant jusqu'à des horizons invisibles. Des lampes à vapeur de sodium projetaient des flaques jaunâtres sur les voies d'accès, et le bâtiment de la station ressemblait à un bunker en béton conçu pour survivre à tout ce que l'hiver pouvait lui lancer. Mais quelque chose n'allait pas dès qu'Alden franchit l'entrée. La plateforme de pesée était vide. Aucun véhicule en attente. Aucun inspecteur du DOT visible à travers les fenêtres du bâtiment. Le transporteur de bétail qui le précédait avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Alden alluma sa radio CB, essayant de joindre l'autre conducteur, mais il n'obtint que des parasites en réponse. Le canal d'urgence était tout aussi silencieux, seulement du bruit blanc et des éclats occasionnels d'interférences qui auraient pu être des fragments de bulletins météo se brisant à travers la distorsion atmosphérique. Il avança lentement vers la plateforme de pesée, cherchant tout signe de personnel ou d'instruction. Les fenêtres du bâtiment brillaient de lumière intérieure, mais les vitres étaient givrées de cristaux de glace, rendant impossible de voir à l'intérieur. Un panneau manuscrit était accroché à la porte de la station de pesée, visible dans ses phares alors qu'il s'approchait. Le papier semblait officiel, imprimé sur ce qui semblait être un en-tête d'État, mais le message fit se crisper son estomac d'inquiétude. Station fermée en raison d'une panne d'équipement. Tous les véhicules commerciaux doivent se diriger vers la route Comtal et même pour un itinéraire alternatif. Le non-respect de cette instruction est passible d'une amende. La signature en bas était illisible, juste une marque griffonnée qui aurait pu être n'importe quoi, et il n'y avait ni timbre officiel ni sceau pour en vérifier l'authenticité. Alden était passé par cette station de pesée peut-être 50 fois au fil des ans, et il ne l'avait jamais vue fermée pour des problèmes d'équipement pendant les heures d'ouverture. L'État entretenait ces installations avec une précision paranoïaque, car les revenus des stations aidaient à financer les infrastructures routières. Fermer une station signifiait une perte de revenus et des poursuites potentielles de la part des entreprises de transport dont les conducteurs étaient retardés.
mais le panneau semblait légitime, et les détours par les routes comtales n'étaient pas inhabituels lorsque les routes principales devenaient impraticables. Il attrapa son atlas sur le siège passager et l'ouvrit à la page du Wisconsin, suivant du doigt la route comtale. Messieurs, la route existait, parallèle à l'île 94, à environ 16 km au nord avant de se reconnecter près de Thomas. Cela ajouterait peut-être 20 minutes à son trajet, mais c'était préférable à rester ici à attendre un opérateur de pesée qui pourrait ne pas se montrer avant des heures. La radio CB crépita soudainement, une rafale de voix si rapide et déformée qu'Alden ne put distinguer les mots. Il ajusta le squelch et réessaya. Breaker 9, Westbound Cascadia à la station de pesée de Mustin. Quelqu'un me reçoit. Le silence répondit. Mais en dessous, il crut entendre autre chose. Une voix répétant le même message qu'il venait de lire sur le panneau. La même phraséologie exacte sur la panne d'équipement et la route comtale. Messieurs, mais la voix avait une qualité mécanique plate qui lui rappelait les anciens répondeurs, et elle s'interrompit en milieu de phrase, comme si quelqu'un avait arraché la prise. Les mains d'Alden transpiraient à l'intérieur de ses gants isolants malgré le froid. 20 ans de conduite hivernale lui avaient appris que les comportements étranges pendant les blizzards avaient généralement des explications logiques. Les radios CB captaient des interférences étranges dues aux conditions atmosphériques. Les répéteurs NOAA diffusaient parfois des messages obsolètes, et les équipements stressés pouvaient tomber en panne lorsque les températures chutaient en dessous de zéro. Il mit le Cascadia en marche et suivit les panneaux indiquant le détour par la route comtale, laissant derrière lui la station de pesée vide. La bretelle de sortie s'éloignait de l'île 94, descendant dans une obscurité qui semblait plus épaisse que la nuit naturelle. Ses phares découpaient des tunnels dans la neige tombante, révélant une route à deux voies qui n'avait pas été déneigée depuis des heures. Les congères atteignaient la moitié de ses pneus de traction, et le revêtement en dessous semblait étrange. Trop lisse et glissant pour être le bitume standard du Wisconsin. Alden rétrograda en troisième vitesse, laissant le frein moteur contrôler sa vitesse tandis que le Cascadia peignait à travers l'accumulation qui devenait plus profonde à chaque centaine de mètres. Derrière lui, sa remorque oscillait doucement, la cargaison se déplaçant légèrement alors que les caisses de fruits de mer congelés pressaient contre leur sangle. Il vérifia ses rétroviseurs de manière compulsive, mais ne vit que ses propres feux de position se reflétant sur les murs de blanc. La route comtale et même serpentait à travers des terres agricoles qui semblaient abandonnées. Aucune lumière de maison visible. Aucun autre véhicule partageant la route. L'unité GPS sur son tableau de bord clignota et s'éteignit, l'écran devenant noir avant de redémarrer avec un message d'erreur sur la perte du signal satellite. Ce n'était pas inhabituel par mauvais temps, lorsque la couverture nuageuse épaisse bloquait la transmission, mais le timing semblait délibéré, comme si quelque chose voulait le déconnecter de la navigation externe. Alden se fiait maintenant à son atlas, faisant correspondre les courbes de la route à la carte imprimée et estimant la distance en fonction du temps écoulé et de la vitesse moyenne. 20 minutes devinrent 30, puis 40, et toujours aucun signe du point de reconnexion où la route comtale et même était censée rejoindre l'île 94. La route semblait le mener plus profondément dans la nature plutôt que parallèlement à l'autoroute. La radio CB s'anima à nouveau, cette fois avec une clarté cristalline. Cascadia Westbound, vous êtes sur la mauvaise route. Faites demi-tour immédiatement. La voix était masculine, autoritaire, comme celle d'un inspecteur du DOT ou d'un officier de la patrouille routière. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans le débit. Les mots étaient délivrés trop régulièrement, sans rythme ni intonation naturelle. Alden prit son micro. Reçu. Pouvez-vous fournir des indications pour rejoindre l'île 94? Mon GPS est en panne et j'ai suivi les panneaux de la route comtale. Le silence s'étira pendant 10 secondes. Puis la voix revint. Faites demi-tour immédiatement. Vous êtes sur la mauvaise route. Exactement les mêmes mots, le même ton, la même livraison mécanique. Un enregistrement. Alden réalisa que quelqu'un diffusait un message enregistré sur le canal d'urgence. Probablement pour effrayer les conducteurs et les pousser à commettre des erreurs. Plus loin, peut-être à 1 kilomètre à travers la tempête, il aperçut des lumières. Pas la lueur chaude d'une ferme ni la lumière blanche crue des projecteurs commerciaux, mais quelque chose d'intermédiaire. Ambrée et pulsante comme les feux de détresse d'un véhicule en panne. Alden relâcha l'accélérateur, s'approchant avec prudence. En se rapprochant, les lumières se révélèrent être une scène qui n'avait aucun sens. La station de pesée, la même installation qu'il avait quittée 40 minutes plus tôt, se trouvait au bord de la route, comme si elle avait toujours été là. Même conception de bunker en béton, même lumière jaune à vapeur de sodium, même panneau manuscrit accroché à la porte,
mais c'était impossible. Il avait roulé vers l'ouest en suivant les panneaux de la route Comtal qui auraient dû l'éloigner de l'emplacement de la station. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait fait un cercle sans s'en rendre compte. Il arrêta le Cascadia à 50 mètres du bâtiment et serra le frein à main. Le moteur tournait au ralenti dans le froid. Quelque chose n'allait vraiment pas, et 20 ans d'expérience lui hurlaient de retourner sur l'île 94 par tous les moyens nécessaires. Mais la tempête s'était intensifiée pendant qu'il roulait. La neige tombait si dense maintenant que ses essuie-glaces avaient du mal à garder le pare-brise dégagé. La visibilité était réduite à environ 6 mètres, et tenter de naviguer à l'aveugle à travers des congères qui auraient pu engloutir son camion semblait suicidaire. La station de Pesé offrait au moins un abri, et peut-être un téléphone fonctionnel pour appeler le dispatching et demander des instructions. Alden attrapa sa lampe torche et sa radio d'urgence, puis descendit dans un vent qui frappait comme une agression physique. La marche jusqu'à la porte de la station de Pesé prit 5 minutes. Chaque pas était une bataille contre la neige qui lui arrivait aux genoux et le vent qui essayait de le renverser. Le faisceau de sa lampe torche pénétrait à peine la tempête, ne montrant que le chaos blanc tourbillonnant ponctué par la masse du bâtiment. La porte était déverrouillée, ce qui lui sembla étrange pour une installation fermée, mais il poussa la porte avec gratitude, échappant à l'assaut implacable du vent. L'intérieur était plus chaud qu'à l'extérieur, mais pas de beaucoup. Peut-être 7 degrés Celsius, comme si le système de chauffage avait fonctionné à capacité minimale pendant des heures. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, projetant une illumination dure sur un espace qui semblait à la fois moderne et abandonné. La zone de réception de la station de Pesé contenait l'équipement habituel. Des terminaux informatiques pour traiter les poids des véhicules et les inspections, des classeurs remplis de paperasse, une machine à café avec une carafe à moitié pleine qui s'était transformée en boue. Mais tout était recouvert d'une fine couche de poussière non perturbée par une activité humaine récente. Alden appela « Bonjour, y a-t-il quelqu'un ? J'ai besoin de signaler les conditions routières et de demander des instructions. » Sa voix résonna étrangement, comme si les murs absorbaient le son plutôt que de le réfléchir naturellement. Personne ne répondit. Il avança plus profondément dans l'installation, balayant les bureaux vides et les salles de pause avec sa lampe torche, où les effets personnels étaient posés exactement comme si les employés étaient sortis pour un moment et n'étaient jamais revenus. Dans la salle de contrôle principale de la station de Pesé, Alden trouva quelque chose qui lui serra la gorge. Des papiers éparpillés sur le bureau. Des dizaines de tickets de pesée imprimés et datés, mais pas de ce soir. Ces reçus étaient datés de 3 semaines dans le futur, montrant des véhicules qui n'avaient pas encore été pesés, des conducteurs dont il ne reconnaissait pas les noms. Les eurodatages étaient tout aussi impossibles, indiquant des poids enregistrés à des moments qui n'avaient pas encore eu lieu. Le 17 février à 3h15. Le 19 février à 22h47. Le 22 février à 6h03. Alden feuilleta la pile, les mains tremblantes, réalisant que chaque ticket était daté entre 2 et 4 semaines à partir de ce soir. Quelqu'un avait imprimé un mois entier de documentation falsifiée, où l'équipement fonctionnait mal de manière à violer les lois de la physique. La radio CB sur le bureau de la salle de contrôle s'anima, et cette fois, la voix était différente. Féminine, plus âgée, avec la patience lasse d'une dispatchereuse qui avait fait trop de quarts de nuit. Attention à tous les véhicules commerciaux en direction de l'ouest. La station de Pesé sur l'île 94, au kilomètre 207, connaît des pannes d'équipement. Tous les camions sont dirigés vers la route Comtal et même pour un itinéraire alternatif. Ce message sera répété. Puis le silence, suivi du même message, mot pour mot, avec les mêmes intonations, les mêmes pauses, en boucle sans fin comme une annonce enregistrée. Mais l'équipement ne diffusait pas une cassette. La voix passait par le haut-parleur de la radio CB avec les craquements et la compression caractéristiques d'une transmission en direct. Alden regarda sa montre. 1h17, il était hors de l'île 94 depuis plus d'une heure maintenant, et sa cargaison approchait du seuil de température où il devrait soit rétablir une réfrigération adéquate, soit risquer d'endommager la marchandise. L'unité réfrigérante pouvait fonctionner peut-être 3 heures de plus sur son réservoir de diesel indépendant, mais cela supposait qu'il serait de retour sur l'autoroute et en route. S'il restait bloqué ici, il ferait face à la fois à la perte de sa cargaison et à la violation de ses limites de service. Aucune de ces options n'était acceptable. Il devait trouver un moyen de retourner sur l'île 94, tempête ou pas, et livrer cette cargaison à Minneapolis avant que tout ne tourne mal. C'est alors qu'il entendit le moteur. D'abord lointain, puis de plus en plus fort, le grondement diesel caractéristique d'un camion lourd s'approchant de la station de Pesé.
Alden se dirigea vers la fenêtre et essuya la glace avec son gant, scrutant à travers la tempête. Des phares émergèrent de l'orage, attachés à un Peterbilt blanc tirant une remorque couverte. Le camion roulait lentement vers la plateforme de pesée, exactement comme Alden l'avait fait plus tôt, suivant la procédure, même si l'installation semblait fermée. Un soulagement l'envahit. Un autre conducteur signifiait une aide potentielle, quelqu'un avec un GPS fonctionnel ou une communication satellite qui pourrait coordonner avec le dispatching pour obtenir des instructions précises. Il se précipita dehors, agitant sa lampe torche pour attirer l'attention de l'autre conducteur. Le Peterbilt s'arrêta sur la plateforme de pesée, les freins à air sifflant, et la porte du conducteur s'ouvrit. Une silhouette en descendit, emmitouflée dans des vêtements d'hiver qui masquaient toute caractéristique identifiable. Alden appela à travers le vent, et, le conducteur, tu sais comment retourner sur la 94 depuis ici? Je suis les panneaux de la route Comtal depuis plus d'une heure et j'ai fini par revenir à mon point de départ. La silhouette se tourna vers lui, et même à travers la neige soufflée, Alden put voir que quelque chose n'allait pas. La personne bougeait avec une précision mécanique, chaque pas identique en longueur et en timing, les bras se balançant à des angles peu naturels. En s'approchant, le faisceau de la lampe torche d'Alden révéla des détails qui le firent reculer instinctivement. Le visage était faux. Pas défiguré ou blessé, mais faux d'une manière que son cerveau avait du mal à traiter. Des traits presque humains, mais pas tout à fait, comme si quelqu'un avait décrit une personne à un artiste qui n'en avait jamais vu. Des yeux qui reflétaient le faisceau de sa lampe torche comme ceux d'un animal, montrant une lueur verdâtre que les yeux humains ne produisaient pas. Une peau qui avait la texture cireuse des mannequins bon marché. La silhouette s'arrêta à 3 mètres et parla avec la même voix mécanique qu'il avait entendue à la radio CB. Faites demi-tour immédiatement. Vous êtes sur la mauvaise route. Puis elle resta immobile, attendant une réponse qu'elle ne pouvait pas traiter. Alden courut. Pas de réflexion, pas de plan, juste l'instinct de survie le poussant à retourner vers son Cascadia à travers la neige qui semblait s'agripper à ses jambes comme des mains gelées. Derrière lui, il n'entendit rien. Pas de poursuite, pas de cri, juste le vent et sa propre respiration haletante. Il atteignit le camion et se hissa dans la cabine, claquant la porte et verrouillant les serrures avec des doigts tremblants. Le moteur du Cascadia démarra immédiatement, la turbine s'emballant alors qu'il passait la transmission en marche arrière et recula loin de la station de pesée sans se soucier de vérifier ses rétroviseurs. Le bâtiment disparut dans la tempête en quelques secondes, avalé par le chaos blanc qui effaçait complètement son existence. Il trouva un revêtement qui semblait être une vraie autoroute, solide et bien entretenue, et la suivit vers l'ouest avec l'espoir désespéré qu'elle le mènerait quelque part de reconnaissable. La radio CB resta silencieuse maintenant. Plus de messages enregistrés, plus de voix mécaniques, juste des parasites et des éclats occasionnels de trafic légitime d'autres conducteurs qui semblaient heureusement normaux. 20 minutes plus tard, un panneau vert émergea de la tempête. Île 94 Ouest, 3 km. Alden aurait pu pleurer de soulagement. Il s'engagea sur l'autoroute et reconnut immédiatement des repères familiers. Le même tronçon d'autoroute qu'il avait emprunté avant le détour. Derrière lui, la route Comtal et sa station de pesée impossible n'existaient plus que dans sa mémoire, et la pile de tickets de pesée datés du futur qu'il avait fourré dans la poche de sa veste comme preuve de quelque chose qu'il ne pourrait jamais expliquer. Alden garda le Cascadia à 95 km/h malgré les conditions de blizzard, ayant besoin de mettre de la distance entre lui et ceux qu'il avait rencontrés à cette station de pesée plus que de sa sécurité. Ses mains serraient le volant si fort que ses articulations lui faisaient mal, et toutes les quelques secondes, il vérifiait compulsivement ses rétroviseurs, cherchant des phares qui pourraient indiquer une poursuite. L'autoroute s'étendait vite derrière lui, seulement ses propres feux de position se reflétant sur la neige tombante et des aperçus occasionnels de bornes kilométriques réfléchissantes. Sa respiration était superficielle, embuant le pare-brise plus vite que le désembueur ne pouvait le dégager, et il réalisa qu'il fonctionnait à l'adrénaline pure, le genre d'état induit par la panique qui menait aux erreurs et aux accidents. Il se força à relâcher l'accélérateur, réduisant sa vitesse à un 70 km/h plus gérable, et se concentra sur les mécanismes de la conduite. Vérifier les rétroviseurs, surveiller les jauges, maintenir la position dans la voie, guetter les feux de freinage devant. Les tâches répétitives l'aidèrent à calmer ses pensées agitées suffisamment pour considérer ce qu'il avait réellement vécu. Une station de pesée qui semblait fonctionner mais ne montrait aucun signe d'activité humaine récente. Des tickets de pesée datés de semaines dans le futur, imprimés sur un équipement qui aurait dû être hors ligne. Une figure qui bougeait et parlait comme quelque chose qui prétendait être humain,
mais qui se trompait sur les détails. Et surtout, la boucle complète qui l'avait ramené au même endroit malgré une heure de conduite continue vers l'ouest. La radio CB crépitait maintenant de trafic normal. Des conducteurs signalant des conditions et des coordonnées qui correspondaient à la réalité. Est à la borne 230. Glace noire sous la poudreuse fraîche. Soyez prudent. Westbound approchant Thomas. Voie de droite bloquée par une remorque en travers. Équipe d'urgence sur place. Quelqu'un a les conditions routières à l'ouest de Mustin? Je pense à m'arrêter jusqu'à ce que ça se calme. Des voix réelles, avec des intonations naturelles et des accents régionaux, bénis après les enregistrements mécaniques qui l'avaient guidé vers un territoire cauchemardesque. Alden prit son micro, ayant besoin d'entendre sa propre voix contribuer aux échanges légitimes. Cascadia Westbound vient de passer Mustin. Accumulation importante, mais les routes sont praticables si vous gardez votre vitesse basse et surveillez les congères. Une voix répondit immédiatement. Masculine, plus âgée, avec la confiance détendue d'un conducteur chevronné. Reçu, Cascadia. C'est ta première fois dans un blizzard du Wisconsin? Alden faillit rire. Négatif, conducteur. Je roule sur ces routes depuis 20 ans. Ce soir m'a juste un peu secoué. L'autre conducteur rit. Oui, ces tempêtes peuvent faire ça. Je conduis depuis 42 ans et je me fais encore peur quand la visibilité tombe à zéro. Tu roules en solo ou tu as un convoi? La question était innocente, juste une conversation normale entre routiers, mais elle rappela à Alden à quel point il s'était senti isolé pendant le détour. Solo, avoua-t-il, je pourrais utiliser un peu de compagnie si tu vas vers l'ouest. Je suis Eastbound depuis la Crosse, répondit la voix. Mais je vais garder ce canal ouvert et surveiller ta progression. Tu as mon soutien jusqu'à ce que tu sois sorti de la tempête. La simple offre de compagnie à distance le stabilisa plus qu'il ne l'aurait cru. C'était la communauté des routiers à son meilleur. Des conducteurs qui veillaient les uns sur les autres à travers des kilomètres vides, offrant du réconfort par le simple contact radio. J'apprécie ça, conducteur. Westbound Cascadia. Mon indicatif est Merriweather si tu as besoin de me joindre. Reçu, Merriweather. Je suis Rolling Thunder depuis la Crosse. Si tu as des ennuis, appelle, et je relayerai au Smoky. L'échange rétablit un certain équilibre dans les nerfs ébranlés d'Alden. Il était de retour sur une autoroute légitime, entouré de vrais conducteurs menant de vraies affaires, plus piégé dans cette poche d'anomalie que représentait la station de pesée. L'unité réfrigérante derrière sa cabine continuait son bourdonnement régulier, maintenant la température malgré le froid brutal, et son indicateur de carburant montrait les 3/4 pleins, assez pour atteindre Minneapolis sans s'arrêter. Il pouvait conduire sans interruption, livrer sa cargaison à temps, et classer cette expérience sous le chapitre des phénomènes inexpliqués qui arrivaient parfois sur la route. Sauf qu'il ne pouvait pas tout à fait faire cela, car la pile de tickets de pesée datée du futur dans la poche de sa veste prouvait qu'il n'avait pas halluciné toute l'expérience. Autour de la borne kilométrique 240, Alden repéra la silhouette d'un panneau d'air de repos émergeant de la tempête. L'installation serait minimement entretenue pendant les conditions de blizzard, mais elle offrait des toilettes, des distributeurs automatiques, et une chance de s'étirer les jambes et de s'asperger le visage d'eau. Plus important encore, cela lui donnait l'opportunité d'examiner ses tickets de pesée sous un éclairage adéquat et de décider s'ils étaient des preuves réelles ou des falsifications élaborées pour troubler l'esprit des conducteurs. Il actionna son clignotant droit et s'engagea sur la bretelle de sortie, suivant la courbe jusqu'à une aire de stationnement qui abritait peut-être 6 autres véhicules commerciaux, tous sombres et verrouillés pour la durée de la tempête. Le bâtiment de l'aire de repos était une simple structure en briques avec des lumières fluorescentes dures et l'odeur institutionnelle de produits nettoyants industriels. Alden poussa la porte principale et sentit immédiatement la différence de température, peut-être 15 degrés Celsius à l'intérieur par rapport aux conditions sous zéro à l'extérieur. Il enleva ses couches extérieures, les accrochant à un crochet mural, et se dirigea vers les toilettes pour hommes pour accomplir les fonctions biologiques qui ne pouvaient plus être retardées. Les installations étaient surprenamment propres pour une aire de repos d'autoroute pendant une tempête hivernale, avec des produits en papier entièrement approvisionnés et des sèche-mains qui fonctionnaient réellement. Il se lava les mains et le visage avec une eau si froide qu'elle lui fit mal aux dents, puis resta un moment, fixant son reflet dans le miroir rayé au-dessus du lavabo. Il avait l'air d'un enfer. 2 décennies de conduite de nuit avaient creusé des lignes autour de ses yeux et de sa bouche, et l'expérience de cette nuit avait ajouté une qualité hantée qui le faisait paraître 10 ans plus vieux.
Ses mains tremblaient encore légèrement lorsqu'il les tenait sous le sèche-main, une réponse autonome à la peur qui ne s'était pas complètement dissipée. Il avait besoin de café et de nourriture, quelque chose pour restaurer sa glycémie et l'aider à penser clairement à ce qu'il devait faire ensuite. La zone des distributeurs automatiques offrait la sélection habituelle de snacks surévalués et de caféine. Alden inséra des billets dans la machine jusqu'à ce qu'il ait accumulé un tas de barres chocolatées, de chips et 2 bouteilles de boissons énergisantes à haute teneur en caféine, promettant de le garder éveillé pour le reste du trajet. Il s'installa sur l'une des chaises en plastique boulonnées au sol et sortit les tickets de pesée, les étalant sur la petite table. Sous les lumières impitoyables de l'aire de repos, les papiers semblaient complètement légitimes. En-tête officielle du DOT du Wisconsin, spécification des véhicules imprimés par ordinateur, répartition de poids détaillée par essieu, tout formaté exactement comme les vrais tickets de pesée. Mais les dates étaient impossibles. Du 17 au 22 février, toutes indiquant des heures et des poids pour des camions qui n'avaient pas encore été traités. Alden reconnut certains des noms des entreprises sur les tickets, des transporteurs majeurs qui effectuaient des trajets réguliers à travers le Wisconsin. Il pouvait théoriquement contacter ces entreprises et demander si elles avaient des conducteurs prévus pour transiter pendant ces dates. Mais qu'est-ce que cela prouverait? Un ticket en particulier attira son attention. Un Peterbilt immatriculé à une entreprise appelée Northern Star Logistics, pesait à 3h15 le 17 février, avec un poids brut de 36 200 kg. Légal sur tous les essieux, aucune infraction notée, autorisé à circuler. Le nom de l'inspecteur récepteur était indiqué comme J.E. Pennant, qu'Alden ne reconnaissait pas de ses précédentes rencontres avec le personnel du DOT du Wisconsin. Mais le détail troublant était la section des notes en bas du ticket. En petits caractères, à peine visibles sous l'éclairage dur, quelqu'un avait écrit « Le conducteur a signalé une désorientation et une confusion concernant l'itinéraire. Conseillé de chercher une évaluation médicale à la première occasion. » L'estomac d'Alden se contracta. Ce n'était pas seulement de la documentation administrative. Quelqu'un ou quelque chose prévoyait que de futurs conducteurs vivraient exactement ce qu'il avait vécu cette nuit. La désorientation, la boucle impossible, la sensation d'être piégé dans un lieu qui défiait la géographie normale. Soit c'était une mystification élaborée conçue pour cibler des conducteurs spécifiques, soit la station de pesée existait dans une sorte d'anomalie temporelle qui affectait plusieurs personnes à différentes dates. Aucune de ces explications n'avait de sens rationnel, mais l'une d'elles devait être vraie, car il tenait une preuve physique qui ne devrait pas exister. Il sortit son téléphone portable, qui avait retrouvé du réseau maintenant qu'il était de retour dans le couloir de l'autoroute, et envisagea d'appeler le dispatching. L'entreprise voudrait savoir tout incident inhabituel pendant le trajet, surtout ceux qui retardaient la livraison ou soulevaient des préoccupations de sécurité. Mais que pouvait-il dire qui ne sonnerait pas comme une hallucination induite par la fatigue? J'ai été détourné vers une station de pesée qui m'a piégé dans une boucle temporelle et a produit des tickets de pesée datés du futur. Il le retirerait de la route immédiatement et exigerait une évaluation de l'aptitude au service avant de le laisser conduire à nouveau. Cela signifierait une perte de revenus, des tâches sur son dossier de sécurité, et la stigmatisation permanente d'être le conducteur qui avait vu des choses qui n'existaient pas. Le café aidait. Assez chaud et amer pour couper sa fatigue. Alden se força à penser de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle. Il avait 3 options. Premièrement, il pouvait tout rapporter au dispatching et accepter les conséquences de cette honnêteté. Deuxièmement, il pouvait détruire les tickets de pesée et faire semblant que rien d'inhabituel ne s'était produit, traitant cela comme une expérience étrange à oublier. Troisièmement, il pouvait terminer sa livraison, puis enquêter sur la station de pesée en plein jour, lorsque la visibilité serait meilleure et que la tempête serait passée. La troisième option comportait des risques, mais c'était la seule qui pourrait fournir des réponses réelles sur ce qu'il avait rencontré. Avant qu'il ne puisse décider, la porte de l'aire de repos s'ouvrit et un autre conducteur entra, secouant la neige de ses bottes et marmonnant des jurons contre la météo. L'homme avait peut-être la soixantaine, bâti comme quelqu'un qui avait passé des décennies à charger et décharger du fret avant de devenir conducteur. Il repéra Alden et hocha la tête de manière amicale. Une sacrée nuit pour être sur la route. Alden acquiesça, regardant l'autre conducteur se diriger vers la machine à café. Lorsqu'il revint avec une tasse fumante, il s'installa sur une chaise en face d'Alden et désigna les tickets de pesée éparpillés. Des problèmes de paperasse? Alden prit une décision instantanée de faire confiance à son instinct. Tu es déjà tombé sur quelque chose d'étrange à la station de pesée de Mustin, vers la borne kilométrique 207? L'expression de l'autre conducteur changea,
quelque chose scintillant derrière ses yeux qui aurait pu être de la reconnaissance ou de l'inquiétude. Définis l'étrange point. Alden choisit ses mots avec soin. Des pannes d'équipement, une signalisation confuse, peut-être des messages radio CB qui n'avaient pas de sens. Le conducteur resta silencieux pendant un long moment, sirotant son café et étudiant Alden avec l'évaluation de quelqu'un décidant s'il devait partager une information qui pourrait sembler folle. « Je suis Jory Pennant », dit finalement l'homme, et le souffle d'Alden se bloqua. Le nom du ticket de pesée, l'inspecteur qui avait prétendument traité ce futur conducteur de Peterbilt. Jory continua, « J'ai travaillé pour l'application du DOT pendant 15 ans avant de prendre ma retraite et de retourner à la conduite. Cette station de Mustang a une réputation non officielle. Rien que tu ne trouveras dans les dossiers de l'entreprise, mais les conducteurs en parlent. Certains d'entre nous ont vécu des expériences là-bas qui ne correspondent pas aux schémas normaux. » Il se pencha en avant, baissant la voix, bien qu'il fût seul dans l'air de repos. « Je travaillais de nuit, il y a peut-être 8 ans, quand nous avons eu une situation. Un conducteur est passé pendant un blizzard, a obtenu son ticket de pesée, a continué sa route. Rien d'inhabituel dans la transaction. Mais 3 semaines plus tard, ce même conducteur est réapparu avec la même cargaison, le même camion, prétendant que c'était sa première fois à notre station. Quand nous avons vérifié ces dossiers, nous avions la documentation des 2 visites, identiques jusqu'au poids paresseux. » Alden sentit un froid qui n'avait rien à voir avec la tempête de neige à l'extérieur. « Qu'avez-vous fait » Jory haussa les épaules. « Que pouvions-nous faire ? Nous l'avons classé comme une erreur de saisie. Nous avons supposé que quelqu'un avait dupliqué la paperasse. Mais j'étais l'inspecteur de service les 2 fois, et je me souviens clairement des 2 rencontres. La même conversation, les mêmes banalités sur la météo, les mêmes blagues, comme si je revivais la même interaction 2 fois, séparées par 3 semaines. » Il fit une pause, puis ajouta, « Après ma retraite, j'ai commencé à me renseigner discrètement, à parler aux conducteurs qui étaient passés par cette station pendant les intempéries. J'en ai trouvé peut-être une 12aine qui ont rapporté des expériences similaires. Des boucles, de la désorientation, arrivés à la station depuis des directions qui n'avaient pas de sens géographique. » « Quelqu'un n'a-t-il compris pourquoi ?» demanda Alden, ayant besoin de confirmation qu'il n'était pas le seul à avoir vécu ce phénomène. Jory secouait la tête. « La meilleure théorie que j'ai entendue vient d'un conducteur qui était physicien avant de se mettre au camionnage. Il parlait de distorsions temporelles causées par des conditions météorologiques extrêmes interagissant avec des équipements électroniques. Quelque chose à propos de la façon dont les cellules de charge des balances et les systèmes informatiques pourraient créer des anomalies localisées lorsque les températures et les champs électromagnétiques atteignaient certains seuils. Ça sonnait comme de la science-fiction pour moi, mais c'était la seule explication qui tentait d'aborder ce que les gens vivaient. » Alden montra à Jory la pile de tickets de pesée datés du futur. « Je les ai trouvés ce soir, imprimés et posés sur le bureau de la salle de contrôle. Ton nom est sur l'un d'eux. » Jory examina les papiers avec soin, son expression devenant de plus en plus troublée à chaque page. « C'est mon tampon de signature, confirma-t-il. Ou une falsification parfaite. Mais si ce sont des documents légitimes du système de la station, cela signifie que le phénomène n'affecte pas seulement les conducteurs. Il affecte également l'équipement lui-même, traitant des transactions qui ne se sont pas encore produites. » Il regarda Alden avec une réelle inquiétude. « Tu dois signaler cela à quelqu'un ayant l'autorité d'enquêter. Pas seulement le dispatching de l'entreprise, mais peut-être la police d'État ou l'administration du DOT. » « Et leur dire quoi ?» demanda Alden, la frustration perçant dans sa voix. « Que je me suis retrouvé piégé dans une boucle temporelle et que j'ai trouvé des preuves d'événements futurs. Ils me retireront de la route plus vite que je ne pourrai finir d'expliquer. » Jory reconnut le point avec une grimace. « Juste. Mais tu ne peux pas simplement ignorer cela. Si cette station fonctionne réellement mal de manière à affecter la sécurité des conducteurs, elle doit être fermée et investiguée. Des gens pourraient se blesser ou pire si les anomalies deviennent plus graves. » Il se leva, vidant les dernières gouttes de son café. « J'ai un ami qui travaille au département des transports de l'État. Quelqu'un qui pourrait être prêt à écouter sans immédiatement nous prendre pour des fous. Laisse-moi faire quelques appels demain matin. Voyons si nous pouvons faire en sorte que quelqu'un prenne cela au sérieux. » Alden sentit une partie du poids s'enlever de ses épaules. Avoir une autre personne, surtout un ancien inspecteur du DOT, corroborer le comportement étrange de la station de pesée faisait de cette expérience moins une illusion personnelle et plus un phénomène légitime méritant une enquête. « J'apprécie cela, dit-il sincèrement.
En attendant, je dois terminer cette course et livrer ma cargaison. Je ne peux pas me permettre des pénalités de retard en plus de tout le reste. Jory hocha la tête avec compréhension. Tu as mon indicatif CB si tu as besoin de quoi que ce soit. Rolling Thunder, je surveille généralement le canal 19. Et Meriwether, fais attention. Peu importe ce qui se passe à cette station, ce n'est pas lié aux règles normales. Ne suppose pas que tu comprends les limites de ce qu'elle peut faire. L'avertissement s'installa dans les os d'Alden alors qu'il ramassait ses déchets et se préparait à retourner dans la tempête. Il avait passé 20 ans sur ces routes, croyant qu'il comprenait les risques, les variables qui pouvaient transformer une course de routine en désastre. Les pannes mécaniques, les dangers météorologiques, la fatigue du conducteur, tous des dangers quantifiables qui pouvaient être gérés par la préparation et l'expérience. Mais cela était différent. Une menace qui opérait en dehors des lois physiques, créant des situations où votre localisation et votre temps devenaient incertains. Comment se préparer à cela? Comment gérer les risques lorsque la géographie elle-même devenait peu fiable? De retour dans le Cascadia, Alden démarra le moteur et surveilla les jauges montées aux paramètres de fonctionnement normaux. L'unité réfrigérante continua son service fidèle, maintenant sa cargaison de fruits de mer à la température appropriée malgré les heures de stress et de déviation par rapport à l'itinéraire prévu. Son GPS avait rétabli la liaison satellite, montrant sa position actuelle et la distance restante jusqu'à Minneapolis avec une précision rassurante. Tout semblait normal, fonctionnel, prêt à terminer la livraison comme prévu. Mais Alden savait que cette apparence était trompeuse, que sous la surface du commerce de routine, quelque chose de profondément erroné se produisait dans certaines installations sous certaines conditions. Il s'engagea de nouveau sur l'île 94 en direction de l'ouest, s'intégrant à un trafic léger composé principalement d'autres véhicules commerciaux dont les conducteurs avaient décidé que le fret valait la peine de risquer la tempête. Les échanges sur la radio CB continuaient selon leurs schémas normaux, des rapports météorologiques et des mises à jour de trafic livrés dans le jargon compressé et décontracté que les routiers utilisent pour transmettre efficacement les informations. Alden écoutait sans participer, laissant les voix familières fournir un réconfort en arrière-plan tandis que son esprit travaillait sur les implications de ce que Jory lui avait dit. Si la station de pesée de Mustin avait connu des anomalies pendant au moins 8 ans, cela signifiait que des dizaines, voire des centaines de conducteurs, avaient rencontré des phénomènes similaires. Pourquoi cela n'était-il pas devenu une connaissance publique? Pourquoi n'y avait-il pas eu d'enquête, de rapports dans les médias, de fermetures officielles? La réponse, réalisa Alden, était la même raison pour laquelle il avait été réticent à signaler sa propre expérience. Les conducteurs de camions opéraient dans un environnement professionnel qui valorisait la fiabilité et la stabilité par-dessus presque tout le reste. Admettre des expériences étranges, surtout celles qui ne pouvaient pas être objectivement vérifiées, risquait votre réputation et vos moyens de subsistance. Mieux valait se taire, attribuer cela à la fatigue ou au stress, et espérer que cela ne se reproduirait pas. Ce silence collectif permettait au phénomène de continuer sans être contesté, affectant de nouveaux conducteurs qui n'avaient aucun avertissement sur ce qu'ils pourraient rencontrer. C'était une conspiration de gêne plutôt que de malveillance, mais l'effet était le même. La station de pesée continuait de fonctionner, et les conducteurs continuaient de tomber dans ces pièges temporels. La lueur lointaine de Milwaukee apparut à l'horizon. Une brume de vapeur de sodium se reflétant sur les nuages bas pour créer un dôme de lumière artificielle. Alden contournerait le bord sud de la ville, évitant le pire du trafic urbain, et continuerait vers le nord-ouest en direction de Minneapolis. Encore 3 heures, si le temps le permettait, 4 si la tempête s'intensifiait. Sa fenêtre de 14 heures expirerait vers 6 heures du matin, lui laissant une marge étroite pour terminer la livraison avant que les réglementations fédérales sur les heures de service ne le forcent à s'arrêter. Mais pour la première fois cette nuit-là, Alden se sentait confiant qu'il y arriverait. Il était de retour sur de vraies routes, entouré d'un vrai trafic, connecté à des réseaux de communication légitimes qui fonctionnaient selon des lois physiques qu'il comprenait. Les tickets de pesée restaient dans la poche de sa veste. Une preuve physique de quelque chose qui défiait toute explication rationnelle. Demain, après avoir dormi et rétabli son équilibre mental, il déciderait quoi en faire. Peut-être contacter l'ami de Jory au département des transports. Peut-être trouver un moyen de signaler anonymement les dysfonctionnements de la station de pesée. Peut-être simplement tout documenter et le ranger comme assurance contre de futures rencontres. Mais ce soir-là, son seul travail était de conduire, de garder cette cargaison en mouvement à travers l'obscurité hivernale, et de se rappeler que parfois,
la route révélait des mystères qui ne pouvaient pas être résolus, seulement survécus et notés pour les futurs voyageurs qui pourraient avoir besoin de l'avertissement. Le centre de distribution de Minneapolis émergea de l'obscurité avant l'aube comme une forteresse du commerce. Ses quais de chargement éclairés par des projecteurs qui transformaient la neige tombante en diamants en cascade. Alden guida le Cascadia à travers la barrière de sécurité à 5h40. Exactement 20 minutes avant l'expiration de sa fenêtre de service, et il sentit la tension quitter ses épaules alors qu'il reculait vers le quai 7. La livraison lui avait coûté 4 heures de détour et de tourments psychologiques, mais la cargaison elle-même était intacte. Les journaux de température montraient que l'unité réfrigérante avait maintenu des conditions parfaites tout au long du voyage cauchemardesque. Cela comptait comme un succès dans le secteur du fret, où l'état de la cargaison importait plus que le confort du conducteur ou les phénomènes inexpliqués rencontrés en route. Les dockers étaient efficaces et professionnels, déchargeant 18 tonnes de fruits de mer congelés avec la vitesse experte d'homme qu'il avait fait 10 000 fois auparavant. Alden compléta sa paperasse, collecta ses connaissements estampillés des signatures de réception, et se déconnecta pour la pause obligatoire de 10 heures. L'entreprise entretenait un salon pour conducteurs avec des couchettes pour exactement cette situation, et Alden comptait utiliser chaque minute de cette pause pour dormir et évacuer le stress accumulé. Mais d'abord, il devait passer un appel pendant que les événements étaient encore frais dans sa mémoire, et avant que son cerveau épuisé ne le convainque que la fatigue avait fabriqué toute l'expérience. Il trouva un coin tranquille du salon et composa le numéro du dispatching, atteignant la superviseure de nuit qui avait coordonné son affectation de chargement. La femme répondit avec l'efficacité brusque de quelqu'un gérant 30 conducteurs à travers 6 États. « Mary Witter, bon timing. J'allais te contacter pour une mise à jour de statut. » « Chargement livré », confirma Alden, fournissant les codes de signature du quai, puis aborda prudemment le sujet de son détour. « Je dois signaler des conditions inhabituelles à la station de pesée de Mustin, borne kilométrique 207 sur l'île 94. » La station semblait fermée avec une signalisation dirigeant les camions vers un détour par la route Comtal. J'ai suivi les panneaux pendant plus d'une heure avant de réaliser que l'itinéraire était circulaire. J'ai finalement retrouvé mon chemin vers l'autoroute, mais j'ai perdu un temps significatif. La superviseure resta silencieuse un moment, le clavier cliquetant alors qu'elle consultait les informations d'itinéraire. Les balances de Mustin montrent un statut opérationnel dans le système. Aucune fermeture ou avis de maintenance enregistré. Tu dis que la signalisation était incorrecte ? Alden choisit ses mots avec soin, conscient que cette conversation serait enregistrée et potentiellement révisée si l'entreprise faisait face à des problèmes de responsabilité. Je dis que la situation ne correspondait pas aux enregistrements officiels. Que ce soit dû à une signalisation obsolète, à des échecs de communication entre le DOT et votre système de dispatching, ou autre chose, je ne peux pas le déterminer. Mais les conducteurs devraient être informés que les instructions de détour à cet endroit peuvent ne pas être fiables, surtout pendant les intempéries sévères. Notez, répondit la superviseure, faisant sonner le mot comme si elle classait cela sous les plaintes des conducteurs qui résultaient probablement du stress et de la mauvaise visibilité. Je transmettrai ton rapport au service de sécurité et demanderai une clarification au DOT du Wisconsin. En attendant, tu es déconnecté pour 10 heures. Repose-toi et nous aurons un autre chargement prêt pour toi cet après-midi. L'appel se termina par des politesses professionnelles qui semblaient creuses. Étant donné ce qu'Alden avait vécu, il avait fait son devoir en signalant l'incident, mais il pouvait dire que l'entreprise ne le prenait pas au sérieux. Cela signifiait que d'autres conducteurs continueraient à utiliser cet itinéraire sans avertissement, risquant de tomber dans le même piège dont il s'était échappé. Le sommeil vint difficilement malgré son épuisement. Son esprit rejouait la rencontre avec la figure mécanique et la boucle impossible qui l'avait ramené au point de départ. Lorsqu'il s'endormit enfin, ses rêves furent remplis de neige sans fin et de routes qui se courbaient sur elles-mêmes comme des rubans de Möbius, le piégeant dans des impossibilités géométriques où chaque direction menait à la même destination. Il se réveilla 4 heures plus tard, en sueur malgré la température fraîche de la salle de couchage, et sut qu'il ne pourrait pas se reposer correctement jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui s'était passé à cette station de pesée. Alden passa les heures restantes de sa pause à rechercher tout ce qu'il pouvait trouver sur l'installation de Mustin. Le site web du DOT du Wisconsin l'a répertorié comme une station d'inspection standard, opérationnelle depuis 1973, traitant en moyenne 1200 véhicules commerciaux par jour. Les dossiers de maintenance montraient un entretien de routine et des calibrations d'équipement, rien ne suggérant des problèmes chroniques ou des dysfonctionnements inhabituels. Mais lorsqu'il élargit sa recherche aux forums de routiers et aux communautés de radio CB, une image différente émergea.
Des publications éparpillées sur plusieurs plateformes mentionnaient des expériences étranges à Mustin pendant les tempêtes hivernales. Des conducteurs signalant de la désorientation, des détours inattendus, et la sensation que le temps passait différemment de ce que leurs horloges de bord indiquaient. La plupart des publications étaient rapidement rejetées par d'autres membres du forum comme de la confusion induite par la fatigue ou du stress lié à la météo, mais le schéma était indéniable une fois que l'on savait quoi chercher. Toutes les 6 à 8 semaines pendant les mois d'hiver, quelqu'un signalait une expérience anormale à cet endroit. La fréquence suggérait que ce n'était pas une hallucination aléatoire, mais quelque chose de constant et de prévisible se produisant dans des conditions spécifiques combinant intempéries sévères et opérations nocturnes. Alden croisa les dates de ses tickets de pesée datés du futur avec les publications du forum et trouva quelque chose de glaçant. Plusieurs des dates correspondaient exactement au système de tempête prévu selon les prévisions météorologiques étendues. Quelqu'un ou quelque chose anticipait quelle nuit produirait les conditions nécessaires à la manifestation du phénomène. Son téléphone vibra avec un message texte de Jory Pennant. « J'ai appelé mon contact au transport de l'État. Elle est intéressée, mais a besoin de plus que des rapports anecdotiques. Peut-on se rencontrer demain matin dans une aire de repos à Wisconsin-Dells? Apporte ses tickets de pesée. Nous pourrions avoir assez de preuves pour déclencher une enquête officielle. » Alden répondit affirmativement et ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Passer de ce cauchemar personnel à une enquête officielle signifiait une validation qu'il n'était pas fou, mais cela signifiait aussi une implication plus profonde avec quelque chose qui opérait clairement en dehors des limites normales. Pourtant, s'il y avait une chance de protéger d'autres conducteurs de ce qu'il avait vécu, le risque en valait la peine. L'après-midi, l'affectation de chargement emmena Alden vers le nord-est en direction de Green Bay avec une remorque pleine de pièces automobiles, une course de routine qui aurait dû sembler banale après le traumatisme de la nuit précédente. Mais il se retrouva hyperconcis de chaque panneau routier et de chaque marqueur de sortie, vérifiant compulsivement son GPS pour s'assurer qu'il restait sur l'itinéraire prévu. La tempête hivernale était passée, laissant derrière elle des cieux cristallins et des températures qui plongeaient à moins 23 degrés Celsius. Les routes étaient dégagées, le trafic était léger, et rien dans la conduite ne suggérait la moindre possibilité d'événements inhabituels. Pourtant, Alden ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose l'observait, suivait ses mouvements par des mécanismes qu'il ne pouvait identifier. Vers 16 heures, son téléphone sonna avec un numéro qu'il ne reconnaissait pas. Il répondit en utilisant le système main libre, s'attendant soit à un appel indésirable, soit au dispatching de l'entreprise avec des modifications d'itinéraire. Au lieu de cela, il entendit la voix d'une femme, professionnelle et directe. « Est-ce Alden Merriweather ?» Le conducteur qui a signalé un incident à la station de pesée de Mustin. Alden confirma son identité avec prudence. La femme se présenta comme Mav Reed, enquêteuse de la division de conformité à la sécurité du DOT du Wisconsin. Jory Pennant m'a contacté au sujet de ton expérience de la nuit dernière. J'aimerais te poser quelques questions si tu as le temps de parler pendant que tu conduis. Le pouls d'Alden s'accéléra. Une véritable enquêteuse, pas seulement un ancien inspecteur compatissant, mais quelqu'un ayant l'autorité d'accéder aux dossiers officiels et de mandater des inspections d'installation. Oui, madame. Je peux parler. Que veux-tu savoir? Les questions de Mav étaient méthodiques et détaillées, couvrant tout, de l'heure exacte à laquelle il était entré dans la station de pesée à la formulation précise des panneaux de détour. Elle demanda les conditions météorologiques, les estimations de visibilité, les autres véhicules qu'il avait observés, et la voie mécanique sur la radio CB. Son ton resta neutre tout au long, ni méprisant ni trop crédule, simplement recueillant des informations avec une rigueur professionnelle. Lorsqu'Alden décrivit la découverte des tickets de pesée datés du futur, Mav resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Tu es certain de ces dates? Pas seulement mal imprimées ou affichant la mauvaise année en raison d'une erreur informatique? Alden avait anticipé la question et fourni des détails spécifiques. J'ai les tickets avec moi, avec plusieurs dates allant du 17 au 22 février, tout avec des informations complètes sur les véhicules et le format officiel de votre département. Je peux les photographier et envoyer les images si cela peut t'aider. Mav accepta immédiatement, fournissant une adresse email pour la transmission sécurisée de documents. Fais cela dès que tu seras arrêté en sécurité. Étage M. Merriweather, je dois que tu comprennes quelque chose. Ce que tu décris n'est pas seulement inhabituel. C'est potentiellement la preuve d'une activité criminelle. La déclaration frappa Alden comme de l'eau froide. Une activité criminelle.
Je pensais que nous avions affaire à un dysfonctionnement d'équipement ou à une sorte d'anomalie temporelle. Le rire de Mav fut court et sans humour. Les anomalies temporelles ne sont pas de mon ressort, mais la documentation frauduleuse, l'utilisation non autorisée des installations de l'État, et les schémas de vol possibles ciblant les conducteurs commerciaux le sont définitivement. Ces tickets de pesée que tu as trouvés pourraient faire partie d'une opération sophistiquée qui utilise les conditions météorologiques et la vulnérabilité des conducteurs pour commettre des vols ou pire. Nous avons eu des rapports non confirmés jusqu'à présent sur des camions disparaissant dans cette zone pendant les blizzards, des cargaisons jamais livrées, des conducteurs n'atteignant jamais leur destination, des remorques entières disparaissant comme si elles n'avaient jamais existé. Alden sentit sa poitrine se serrer. Il avait pensé à cela en termes de phénomènes étranges, un mystère non résolu qui défiait l'explication, mais ne menaçait pas nécessairement la sécurité physique. Mais si Mav avait raison, la station de pesée ne dysfonctionnait pas simplement. Elle était utilisée comme appât dans un piège conçu pour isoler et victimiser les conducteurs commerciaux pendant des conditions où l'aide serait à des heures de distance, et la visibilité rendrait l'enquête presque impossible. Quel genre de vol parlons-nous ? Demanda-t-il, bien qu'une partie de lui ne veuille pas connaître la réponse. Principalement des cargaisons de haute valeur, expliqua Mav. Électronique, produits pharmaceutiques, tout ce qui peut être rapidement écoulé par des canaux du marché noir. Le schéma suggère qu'il surveille le trafic radio CB et les bases de données du DOT pour identifier les chargements précieux, puis utilise les faux panneaux de fermeture pour détourner les conducteurs vers des routes comtales où des complices peuvent les intercepter loin de l'autoroute principale. Les tickets de pesée datés du futur pourraient faire partie de leur processus de planification, documentant quels camions ils prévoient de cibler lors des prochaines nuits en fonction des prévisions météorologiques et des horaires d'expédition. C'est en fait assez sophistiqué si notre théorie est correcte. Alden pensa à la figure mécanique qu'il avait rencontrée, celle qui bougeait avec une précision inhumaine et parlait en répétition enregistrée. J'ai vu quelqu'un à la station, ou quelque chose qui ressemblait à une personne mais bougeait de manière étrange. Cela aurait-il pu faire partie de l'opération ? La réponse de Mav fut immédiate et tranchante. Décris exactement ce que tu as vu, chaque détail dont tu te souviens. Alden passa en revue la rencontre, depuis l'approche du Peterbilt jusqu'à la figure qui en descendit et parla en répétition mécanique. Lorsqu'il eut terminé, Mav resta silencieuse pendant un long moment. « Monsieur Merriweather, je pense que tu as rencontré ce que nous appelons un agent de distraction. Certaines opérations criminelles utilisent des individus avec une formation spécifique, ou dans de rares cas, des personnes droguées ou contraintes de se comporter de manière à sembler inhumaine. Le but est de terrifier la cible, de la faire paniquer et fuir, ce qui les mène souvent directement dans le piège secondaire où le vol réel a lieu. Tu as eu de la chance. En fuyant vers ton camion et en t'échappant avant qu'ils ne puissent terminer leur mise en place, tu as évité de devenir une autre statistique de conducteurs disparus. » L'explication avait un sens horrible, transformant la terreur surnaturelle en cruauté humaine calculée. Quelqu'un l'avait observé, l'avait manipulé à travers des scénarios soigneusement construits pour maximiser la peur et la confusion. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Alden, la colère remplaçant maintenant la peur alors qu'il comprenait que la menace était humaine plutôt que surnaturelle. La réponse de Mav était exactement ce qu'il espérait entendre. Tout. Ton témoignage, ces tickets de pesée, une chronologie détaillée de tes mouvements, toute photo ou vidéo que la caméra de bord de ton camion aurait pu capturer. Nous allons construire un dossier qui nous permettra de fermer définitivement cette opération et de poursuivre tous ceux qui sont impliqués. Mais j'ai besoin que tu sois prêt à témoigner officiellement, peut-être même en cours si cela mène à des arrestations. Peux-tu t'engager à cela ? Alden n'hésita pas absolument. Tout ce qu'il faut pour s'assurer que d'autres conducteurs ne vivent pas ce que j'ai vécu. Ils convinrent de se rencontrer le lendemain matin dans l'aire de repos que Jory avait suggéré, où Mav recueillerait les preuves et prendrait des déclarations formelles. L'appel se termina avec l'avertissement de Mav de rester alerte et de signaler tout signe indiquant qu'il était suivi ou surveillé. Si c'est une opération organisée, ils ont peut-être observé ton évasion et t'ont identifié comme une menace potentielle pour leur activité. Sois prudent, fais confiance à ton instinct, et n'hésite pas à appeler le 911 si quelque chose ne va pas. Le reste du trajet vers Green Bay se déroula sans incident, mais Alden se surprit à vérifier ses rétroviseurs de manière compulsive et à noter la marque et le modèle de chaque véhicule qui maintenait sa position près de son camion pendant plus de quelques kilomètres. La paranoïa était probablement excessive, mais l'avertissement de Mav avait transformé sa compréhension de la nuit précédente. Il n'avait pas trébuché sur un phénomène temporel mystérieux. Il avait été ciblé par des criminels assez sophistiqués pour utiliser la météo,
la technologie et la manipulation psychologique pour voler et éventuellement nuire aux conducteurs commerciaux. Cette nuit-là, garé au centre de distribution de Green Bay après avoir terminé sa livraison, Alden photographia chaque ticket de pesée sous plusieurs angles et sous un éclairage vif. Il captura l'entête du DOT du Wisconsin, les dates futures, les spécifications des véhicules, et surtout la section des notes qui faisait référence à la désorientation du conducteur. Chaque image fut téléchargée sur un stockage cloud sécurisé et envoyée par email à l'adresse de Mav comme promis. Ensuite, il scella les documents originaux dans un sac en plastique et les enferma dans le coffre-fort de son camion. Des preuves qui pourraient aider à démanteler une entreprise criminelle qui s'en prenait aux routiers depuis qui sait combien d'années. Le matin trouva Alden conduisant vers le sud en direction de Wisconsin-Dells, où il rencontrerait Jory et Mav dans une aire de repos qui accueillait le trafic commercial circulant sur le couloir de l'autoroute. L'installation était grande et bien entretenue, avec un stationnement séparé pour les véhicules de police et d'urgence. Alden repéra immédiatement Mav, une femme dans la quarantaine portant une veste d'inspectrice du DOT et tenant une tablette qui contenait probablement des années de dossiers d'enquête. Jory se tenait à côté d'elle, et ensemble, ils avaient l'air exactement de ce qu'ils étaient, des professionnels déterminés à résoudre un problème qui avait persisté trop longtemps dans l'ombre. L'entretien dura 2 heures, Mav enregistrant chaque mot tout en prenant des notes sur sa tablette. Elle demanda à Alden de décrire l'expérience à plusieurs reprises, chaque itération se concentrant sur des détails différents. Les heures, les lieux, la formulation exacte des panneaux et des transmissions CB, les descriptions physiques de la figure qu'il avait rencontrée, les spécifications mécaniques du Peterbilt qui s'était approché de la station de pesée. Certaines questions semblaient sans rapport jusqu'à ce que Mav explique comment chaque détail pourrait se connecter à d'autres rapports ou aider à identifier des schémas dans la méthodologie des opérations criminelles. Lorsqu'Alden produisit les tickets de pesée, l'expression de Mav passa à quelque chose entre la satisfaction et l'inquiétude. Elle photographia chaque document, puis les examina sous une lumière ultraviolette portable qui révéla des filigranes et des caractéristiques de sécurité invisibles à l'œil nu. Ce sont des formulaires authentiques du DOT du Wisconsin, confirma-t-elle, pas des falsifications ou des impressions à partir de modèles téléchargés. Cela signifie que ceux qui les ont créés avaient accès à notre chaîne d'approvisionnement restreinte, probablement par le biais d'un employé corrompu ou d'un vol sophistiqué dans l'une de nos installations. Cela vient de devenir une enquête beaucoup plus importante que ce que je pensais initialement. Jory était resté silencieux pendant la majeure partie de l'entretien, mais il prit maintenant la parole. Combien de conducteurs penses-tu qu'ils ont ciblés avec succès? Ceux qui n'ont pas pu s'échapper comme Alden. Le visage de Mav s'assombrit. Nous avons 7 rapports de camions disparus sur ce couloir au cours des 3 derniers hivers. Des conducteurs qui sont entrés dans la zone pendant des conditions de blizzard et ont simplement disparu. Aucun corps retrouvé, aucun véhicule abandonné, aucune cargaison récupérée. Leurs entreprises ont déposé des réclamations d'assurance et ont continué, traitant cela comme des accidents tragiques où les conducteurs sont probablement sortis de la route par mauvaise visibilité et n'ont pas encore été découverts. Mais si ta théorie est correcte, ces conducteurs ont été interceptés par cette opération et soit tués, soit forcés d'abandonner leurs véhicules, qui ont ensuite été démontés et vendus par des réseaux criminels. Le nombre frappa Alden comme un coup physique. 7 conducteurs, cette famille se demandant ce qui était arrivé à leurs proches, 7 chargements de cargaison volés, et une somme d'argent inconnue circulant vers des criminels qui avaient perfectionné leur système prédateur sur plusieurs années. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-il, ayant besoin de savoir que ces informations mèneraient à une action plutôt qu'à s'ajouter à un dossier qui prendrait la poussière dans une archive bureaucratique. Le sourire de Mav était sombre mais déterminé. Maintenant, nous tendons notre propre piège. Nous utilisons ton témoignage et ces tickets de pesée pour obtenir des mandats pour des équipements de surveillance à la station de pesée. Nous coordonnons avec la police d'État pour établir une présence clandestine lors de la prochaine blizzard prévue. Et nous attrapons ces gens en flagrant délit, documentons leur opération, et construisons des dossiers qui les enverront en prison pour des décennies. Elle se leva, offrant sa main à Alden. Tu as fait ce qu'il fallait en te manifestant. Beaucoup de conducteurs auraient essayé d'oublier ce qui s'est passé et d'éviter les vagues. Grâce à ton courage et à ta volonté de croire que quelqu'un écouterait, nous avons une réelle chance de fermer une opération qui tue des gens depuis des années. 3 semaines passèrent avant que Mav ne contacte à nouveau Alden. Pendant ce temps, il avait parcouru près de 13 000 km à travers cet état, livrant tout, de la nourriture congelée à la machinerie industrielle. Chaque chargement semblait routinier comparé à cette nuit à la station de pesée de Mustang.
Mais l'expérience avait changé quelque chose de fondamental dans sa façon d'aborder le travail. Il variait maintenant ses itinéraires, évitant les schémas prévisibles, et surveillait les prévisions météorologiques avec une attention obsessionnelle, planifiant ses trajets pour minimiser l'exposition aux conditions sévères. La liberté et l'indépendance qu'il avait initialement attirées vers le camionnage avaient été remplacées par une vigilance constante, la prise de conscience que les routes qu'il avait faites confiance pendant 2 décennies pouvaient abriter des pièges conçus par des personnes qui comprenaient suffisamment la psychologie des conducteurs pour l'exploiter. L'appel de Mav arriva un mardi après-midi alors qu'Alden faisait le plein dans une aire de repos à l'extérieur de Des Moines. « Nous avons du mouvement, dit-elle sans préambule. Le service météorologique prévoit un système de blizzard majeur traversant le centre du Wisconsin demain soir. Des conditions presque identiques à ce que tu as vécu. Nous avons établi une surveillance autour de la station de Mustin et nous avons des ressources en place. Mais je dois te demander quelque chose, et tu es libre de refuser sans aucun jugement. » Alden sentit son estomac se serrer d'anticipation. « De quoi as-tu besoin ? » « Nous avons besoin d'un appât, expliqua Mav. Un chargement légitime de haute valeur qui attirera leur attention et nous donnera une cause probable pour les intercepter lorsqu'ils feront leur coup. Tu as déjà prouvé que tu pouvais gérer la pression psychologique, et tu connais leur tactique. Si tu es prêt à transporter un autre chargement sur ce couloir pendant la tempête avec le soutien complet des forces de l'ordre et le suivi, nous pouvons les attraper en flagrant délit. La demande aurait dû le terrifier, mais au lieu de cela, Alden sentit un calme étrange s'installer dans ses pensées. C'était une opportunité de transformer sa victimisation en action, d'aider à s'assurer que les 7 conducteurs disparus et tous les autres cibles n'avaient pas souffert pour rien. « Quelle est la cargaison ?» demanda-t-il, sachant déjà qu'il accepterait indépendamment de la marchandise. Le soulagement de Mav était audible. De l'électronique, des équipements informatiques haut de gamme d'une valeur d'environ 3 millions de dollars. Un envoi légitime d'un fabricant dans l'Illinois à un centre de distribution à Minneapolis. Même itinéraire que tu as emprunté il y a 3 semaines. L'entreprise coopère pleinement et comprend les risques. Nous aurons des véhicules non marqués qui te suivront dès que tu entreras dans le Wisconsin, et nous avons positionné des équipes tactiques à plusieurs points le long de l'île 94. S'ils mordent à l'hameçon, nous les aurons encerclés sans issue. Le plan était solide, soutenu par des ressources et du personnel auxquels les conducteurs individuels ne pourraient jamais accéder. Mais Alden savait par expérience que les plans survivaient rarement à la confrontation avec la réalité, surtout lorsqu'il s'agissait de criminels assez sophistiqués pour avoir opéré avec succès pendant des années. Et s'ils me reconnaissent ? Mon camion, mon visage, tout ce qui pourrait me marquer comme le conducteur qui s'est échappé. Mav avait anticipé la préoccupation. Nous te mettons dans un camion de location, une cabine non marquée avec des plaques temporaires. Tu utiliseras un indicatif CB différent et auras modifié tes documents de chargement pour montrer une entreprise fictive. Pour eux, tu n'es qu'un autre conducteur transportant une cargaison précieuse par mauvais temps. Alden accepta l'opération et passa la journée suivante à se préparer mentalement à ce qui serait essentiellement une opération policière avec lui comme appât. Le ramassage dans l'Illinois se déroula sans accroc, les dockers sécurisant 3 millions de dollars d'équipements informatiques dans une remorque de 16 mètres qui fut ensuite scellée avec des cadenas inviolables et des dispositifs de suivi GPS cachés à plusieurs endroits. Le camion de location était un Kenworth T680 de 2021, plus neuf et mieux équipé que son Cascadia habituel, avec des systèmes de communication incluant des canaux cryptés le reliant directement au poste de commandement de Mav. Il quitta l'installation d'expédition à 16 heures, ce qui lui laissait amplement de temps pour atteindre le couloir critique avant que la tempête ne s'intensifie. La prévision météorologique avait été affinée tout au long de la journée, et les météorologues prévoyaient maintenant des conditions de blizzard dans le centre du Wisconsin à partir de 22 heures et continuant jusqu'à l'aube. Des conditions parfaites pour que l'opération criminelle tente une autre interception, en supposant qu'il surveillait la météo aussi attentivement que Mav le croyait. Le trajet vers le nord se déroula sans incident, juste des kilomètres d'autoroute passant sous ces routes tandis que le ciel occidental s'assombrissait avec l'approche du système de tempête. La voix de Mav lui parvint par le canal crypté alors qu'Alden entrait dans le Wisconsin. Nous t'avons à l'œil depuis plusieurs positions. 2 véhicules non marqués maintiennent une poursuite lâche, et nous avons un hélicoptère en attente si la visibilité permet une surveillance aérienne. Rappelez-vous, votre travail est simplement de conduire normalement. Ne reconnaissez aucune signalisation ou instruction de détour inhabituel jusqu'à ce que nous vous donnions le feu vert. S'ils prennent contact via la radio CB, engagez-vous naturellement, mais ne mentionnez rien qui pourrait les effrayer.
Alden reconnut les instructions et adopta l'état d'esprit concentré qu'il avait développé au fil de 20 ans de conduite de nuit, laissant la mémoire musculaire gérer la mécanique tandis que son esprit conscient restait alerte à tout ce qui sortait de l'ordinaire. Les premiers flocons de neige frappèrent son pare-brise vers 21h30, gros et paresseux, fondant instantanément sur la vitre chauffée. En 20 minutes, la tempête s'était intensifiée au point où la visibilité tombait en dessous de 400 mètres, et Alden réduisit sa vitesse à 70 km/h, correspondant à l'allure des autres véhicules commerciaux. La radio CB transportait des échanges normaux, des conducteurs signalant les conditions et avertissant des accidents. Rien ne suggérait une surveillance criminelle, mais Alden savait qu'ils écoutaient, filtrant les transmissions de routine pour identifier des cibles potentielles en fonction de la valeur de la cargaison et de la vulnérabilité de l'itinéraire. Le marqueur kilométrique 200 s'est apparu à travers la neige soufflée comme un fantôme, et Alden sentit son pouce accélérer malgré le fait qu'il savait avoir un soutien. Cette fois, la sortie de la station de pesée était à peine visible. Des barils orange canalisaient le trafic vers l'entrée de l'installation, et le panneau au-dessus était vert, tout comme 3 semaines plus tôt. J'approche de la station, rapporta Alden sur le canal crypté. Le panneau indique qu'elle est ouverte. La réponse de Mav fut immédiate. Reçu. Nous suivons ta position. Procède comme si tu te conformais aux exigences normales de la station de pesée. Nous devons voir s'ils ont affiché le faux panneau de fermeture. Alden suivit la bretelle vers le bas dans l'installation en forme de bol familière, et ses phares capturèrent immédiatement l'avis manuscrit sur la porte de la station de pesée. Le même message, le même papier et la même mise en page dirigeant les véhicules commerciaux vers la route Comtal et même pour un itinéraire alternatif. Le panneau de détour est affiché, rapporta Teil. La même formulation qu'avant. La voix de Mav portait une excitation contenue. Parfait. C'est notre preuve d'une activité criminelle en cours. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Nous voulons que tu suives leurs instructions de détour, mais nous aurons des véhicules devant et derrière toi tout au long de l'itinéraire. Ils ne pourront pas t'intercepter sans engager les forces de l'ordre. Le détour par la route Comtal semblait encore plus menaçant cette fois-ci. Sachant ce qu'il représentait, Alden suivit les panneaux loin de l'île 94, descendant dans une obscurité qui semblait avaler ses phares, et surveilla ses rétroviseurs à la recherche des véhicules de police non marqués que Mav avait promis de maintenir en surveillance. Mais les rétroviseurs ne montraient que ses propres feux de position se reflétant sur la neige tombante, aucun autre trafic visible, malgré les assurances d'un soutien constant. La radio CB crépita avec la voix mécanique familière, celle qui l'avait averti auparavant. Faites demi-tour immédiatement. Vous êtes sur la mauvaise route. Mais cette fois, Alden l'a reconnue pour ce qu'elle était, un enregistrement conçu pour créer de la confusion et de la peur. J'entends l'avertissement enregistré, rapporta Teil. La visibilité se détériore rapidement. Peut-on confirmer que les unités de secours sont toujours avec moi? Le silence répondit à sa transmission sur le canal crypté. Puis la voix de Mav revint, déformée et se brisant. Perte de signal, atmosphérique, procède au point de rendez-vous. La communication échoua complètement, laissant Alden seul avec juste la radio CB et ses propres pensées. Cela n'allait pas. Les forces de l'ordre disposaient de systèmes de communication par satellite qui fonctionnaient par tous les temps, et le cryptage était censé être immunisé contre les interférences atmosphériques. Soit la tempête était plus sévère que prévu, soit quelque chose bloquait activement ces systèmes de communication. La station de pesée apparut devant lui, exactement comme avant, émergeant de la tempête comme si elle l'avait attendu pour son retour. Alden sentit sa poitrine se serrer en réalisant qu'il avait été conduit dans le même piège malgré toute la planification et le soutien. Les criminels avaient soit détecté l'opération de surveillance et l'avaient éliminée, soit ils possédaient des capacités que les forces de l'ordre avaient sous-estimées. Il attrapa son micro CB et diffusa sur le canal d'urgence. Toute unité en surveillance? Ici un conducteur commercial en détresse sur la route Comtal, messieurs, demande une réponse immédiate des forces de l'ordre. Seul le silence répondit. La porte de la station de pesée s'ouvrit et la figure mécanique en émergea, exactement comme 3 semaines plus tôt, se déplaçant avec une précision inhumaine vers son camion. Mais cette fois, Alden remarqua des détails qu'il avait manqués lors de la première rencontre. La combinaison de la figure portait un logo partiellement obscurci par la neige, et à travers sa vitre de conducteur, il pouvait distinguer ce qui semblait être l'insigne d'une entreprise de sécurité privée plutôt que des marquages du DOT. Ce n'était pas une manifestation surnaturelle, ni même une victime droguée. C'était quelqu'un dans un déguisement soigneusement construit,
utilisant des mouvements délibérés pour déclencher des réponses de peur primale chez les conducteurs isolés. Alden prit une décision. Au lieu de fuir comme il l'avait fait auparavant, il serra le frein à main et descendit de la cabine, se positionnant entre la remorque et la station de pesée où il avait une visibilité maximale et de la place pour manœuvrer. La figure s'arrêta à 6 mètres, et Alden appela, la voix ferme malgré la peur qui lui tordait les entrailles. « Je sais ce que tu es. Je sais que c'est une opération de vol. Les forces de l'ordre surveillent en ce moment, et tout ce que tu fais est enregistré. » C'était un bluff, car ces systèmes de communication étaient morts et ils n'avaient aucune confirmation que le soutien existait, mais ils devaient perturber leur scénario et voir comment ils réagiraient lorsque leur cible ne réagissait pas avec la panique attendue. La figure inclina la tête, et pendant un moment, Alden crut avoir atteint la personne sous le costume. Puis elle parla, et la voix était différente de l'enregistrement. Naturelle, masculine, et portant une surprise authentique. « Tu es revenu. Ils ont dit que tu partirais en courant si nous tendions le même piège, mais tu es revenu. » Une autre figure émergea de la station de pesée. Celle-ci se déplaçant normalement, et Alden reconnut un langage corporel qui suggérait une formation tactique. Un ancien militaire ou un policier? Quelqu'un qui savait contrôler l'espace et évaluer les menaces en temps réel. « Où est ton soutien ?» demanda la deuxième figure, balayant la route vide avec une efficacité pratiquée. « Nous surveillons les bandes de police, et nous n'avons détecté aucune surveillance. Donc, soit tu es incroyablement stupide, soit incroyablement courageux de revenir ici seul. » L'esprit d'Alden passa en revue les options. Si un soutien existait, il aurait bougé maintenant. S'il y avait un brouillage des communications empêchant la coordination, il était réellement seul. Mais il avait un avantage que ces criminels ne connaissaient pas. La remorque derrière lui contenait des traceurs GPS qui diffusaient en continu. Et même si la communication vocale échouait, sa position était enregistrée par plusieurs systèmes redondants. « Tu veux la cargaison ?» dit Alden, gardant sa voix calme. « Prends-la. Je ne vais pas mourir pour 3 millions de dollars d'électronique de quelqu'un d'autre. » L'admission de la valeur de la cargaison était un risque calculé, confirmant ce qu'il savait probablement déjà en surveillant les bases de données d'expédition. La deuxième figure rit. « Conducteur intelligent. Dommage que nous ne puissions pas te laisser partir. Tu as parlé aux enquêteurs du DOT. Tu leur as donné des preuves. Tu es devenu un problème qui doit être résolu. » La reconnaissance nonchalante de l'intention de nuire glaça le sang d'Alden. Ce n'étaient pas seulement des voleurs. Ils étaient prêts à commettre un meurtre pour protéger leur opération. C'est alors que des phares jaillirent de plusieurs directions, inondant la station de pesée d'une illumination dure qui transformait la neige tombante en un mur de blanc. Des véhicules qui avaient été sombres et invisibles s'animèrent soudainement. Des SUV non marqués avec des lumières d'urgence dissimulées clignotant maintenant en rouge et bleu. Des haut-parleurs crépitèrent avec des commandes amplifiées. Ceci est la police d'État du Wisconsin. Mettez vos mains sur la tête et agenouillez-vous par terre. Faites-le maintenant. Les deux figures près d'Alden se figèrent. Puis la deuxième s'enfuit vers la station de pesée tandis que la figure mécanique s'effondra simplement par terre, comme si des cordes avaient été coupées. D'autres figures émergèrent du bâtiment. 3 personnes qu'Alden n'avait pas su présentes. Toutes se déplaçant avec l'énergie frénétique de criminels qui venaient de réaliser que leur opération avait été compromise. Les 10 minutes suivantes furent un chaos orchestré par les forces de l'ordre, avec des équipes tactiques encerclant l'installation et sécurisant systématiquement chaque personne sur place. Alden fut dirigé pour rester près de son camion tandis que les officiers fouillaient le bâtiment et traitaient la scène. Il compta cette arrestation au total, y compris des individus qu'il n'avait jamais vus. Tous faisant partie d'une opération qui avait été plus grande et plus sophistiquée que quiconque ne l'avait soupçonné. Mav apparut de l'un des véhicules non marqués, portant un équipement tactique et ayant l'air à la fois soulagé et épuisé. « Ton système de communication a été brouillé par un équipement dans la station de pesée, expliqua-t-elle. Nous avons maintenu une surveillance visuelle tout le temps, mais tu ne pouvais pas entendre nos transmissions. Quand tu les as confrontés au lieu de fuir, nous avons dû agir immédiatement pour les empêcher de te nuire. » Les arrestations menèrent à des découvertes qui firent paraître la rencontre d'Alden comme un simple fil dans une tapisserie criminelle beaucoup plus large. Le sous-sol de la station de pesée contenait un équipement de surveillance sophistiqué suivant les bases de données du DOT, les manifestes d'expédition et les schémas météorologiques dans 5 États. Les tickets de pesée datés du futur qu'il avait trouvés étaient effectivement des documents de planification,
faisant partie d'un processus de sélection qui identifiait les chargements de haute valeur et prévoyait les nuits optimales pour l'interception en fonction des prévisions de tempête et des évaluations de vulnérabilité des conducteurs. Le plus troublant étaient les dossiers indiquant des vols réussis sur une période de 4 ans, représentant des millions de dollars de cargaisons volées et au moins 9 conducteurs disparus dont les familles n'avaient jamais reçu de réponse. L'enquête s'élargit pour inclure des agences fédérales lorsque des preuves révélèrent que l'opération avait écoulé des marchandises volées par des réseaux internationaux. Plusieurs des individus arrêtés acceptèrent des accords de coopération, fournissant des témoignages sur la structure et les méthodes de l'organisation. Alden passa 3 jours à donner des dépositions et à guider les enquêteurs à travers chaque détail de sa première rencontre et de l'opération de piégeage. Le procureur chargé de l'affaire l'appela un héros, mais Alden ne se sentait pas héroïque. Il se sentait comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose qui aurait dû être impossible, puis avait eu assez de chance pour aider à le démanteler avant que d'autres personnes ne meurent. 2 mois plus tard, Alden était de retour sur ses itinéraires réguliers, conduisant son propre Cascadia et transportant des chargements qui semblaient banals après tout ce qui s'était passé. La station de pesée de Mustin restait fermée. Un ruban de scène de crime jauni enveloppait l'installation tandis que les équipes médico-légales continuaient à traiter les preuves. Le DOT du Wisconsin avait émis des avis publics avertissant les conducteurs de l'opération criminelle et encourageant quiconque ayant vécu des rencontres similaires à contacter les enquêteurs. La réponse avait été écrasante, avec des dizaines de conducteurs se manifestant pour signaler des incidents qu'ils avaient précédemment eu trop honte ou peur de mentionner, mais la fermeture restait insaisissable. 3 des individus arrêtés avaient été libérés sous caution et avaient ensuite disparu, ne se présentant pas aux dates de tribunal et déclenchant des mandats fédéraux pour fugitifs. Mav avertit Alden que ce n'étaient pas des personnes qui oubliaient les rancunes, que son témoignage l'avait marqué comme une cible permanente pour des criminels assez sophistiqués pour avoir dirigé cette opération pendant des années. Il variait maintenant ses itinéraires de manière obsessionnelle, évitait de voyager pendant les intempéries sévères autant que possible, et maintenait une communication constante avec d'autres conducteurs par le biais de réseaux CB qui servaient de système d'alerte précoce informel. Par une nuit humide de juillet, Alden conduisait à travers le Nebraska lorsque sa radio CB crépita avec une transmission qui lui fit serrer le volant. La voix mécanique, celle qu'il avait entendue à la station de pesée de Mustin, répétant le même message enregistré. Faites demi-tour immédiatement. Vous êtes sur la mauvaise route. Il balaya ses rétroviseurs de manière frénétique, mais ne vit que le trafic normal. Rien ne suggérait une poursuite active. La transmission se répéta 2 fois de plus, puis s'estompa en parasite. Peut-être était-ce une interférence atmosphérique jouant des tours avec les signaux radio. Peut-être était-ce une opération différente utilisant des tactiques similaires dans un état différent. Ou peut-être était-ce un message, un rappel que les personnes qu'il avait aidé à exposer étaient toujours là, attendant des opportunités qui finiraient par se présenter. Alden ne sut jamais quelle explication était correcte. Il continua à conduire, continua à livrer des chargements à travers le système autoroutier américain, continua à participer à la poursuite des criminels qui avaient été attrapés. Mais il continua aussi à vérifier ses rétroviseurs, continua à écouter la radio CB avec une attention hyper alerte, continua à se rappeler de cette nuit dans le blizzard du Wisconsin où il était tombé sur quelque chose qui avait transformé le commerce routinier en un cauchemar de manipulation et de prédation. La route avait toujours été dangereuse de manières évidentes, la météo, la fatigue, les pannes mécaniques. Maintenant, il comprenait qu'elle était dangereuse de manière plus subtile aussi, à travers des systèmes conçus pour exploiter l'isolement et la vulnérabilité qui définissaient la profession de routier. L'affaire prendrait des années à se résoudre complètement, avec des procès, des appels, et des complications dues aux accusés manquants. Certaines des 9 familles reçurent une fermeture lorsque les enquêteurs localisèrent des restes sur des sites identifiés par les criminels coopérants. D'autres restèrent dans l'incertitude, espérant des réponses qui ne viendraient peut-être jamais. La cargaison volée ne fut jamais entièrement récupérée, la plupart ayant été vendue par des réseaux spécialisés dans la disparition des marchandises sur des marchés mondiaux où la provenance n'avait pas d'importance. Les compagnies d'assurance versèrent des millions. Les entreprises de transport révisèrent les protocoles de sécurité. Et les agences de maintien de l'ordre développèrent une meilleure coordination pour enquêter sur les crimes traversant les frontières juridictionnelles. Mais pour Alden, l'impact réel était plus simple et plus personnel. Il avait appris que l'autoroute n'était pas seulement un ruban d'asphalte reliant des points sur une carte. C'était un écosystème où les prédateurs développaient des stratégies pour exploiter leurs proies, où le commerce ordinaire créait des opportunités pour des crimes extraordinaires, et où l'isolement rendait tout le monde vulnérable à des menaces qu'il ne pouvait anticiper.
20 ans d'expérience lui avaient appris à gérer les défis mécaniques et les dangers météorologiques. Cette nuit à la station de pesée de Mustin lui avait appris que les menaces humaines étaient plus adaptables et plus patientes que tout danger naturel. Il conduisait toujours sur l'île 94 à travers le Wisconsin, bien que jamais pendant les tempêtes hivernales, et il passait toujours devant la station de pesée fermée avec son ruban de scènes de crime s'estompant au soleil. Chaque fois qu'il la voyait, il se souvenait de la figure mécanique et des tickets de pesée datés du futur, et du moment où il avait réalisé que le piège avait été conçu spécifiquement pour briser psychologiquement les conducteurs avant de les voler physiquement. Il se souvenait d'avoir été sincèrement incertain de savoir s'il vivait un phénomène surnaturel ou une méchanceté humaine, et comment cette incertitude avait été l'arme la plus efficace dans l'arsenal des criminels. La peur de l'inconnu était plus paralysante que la peur du connu, et il l'avait exploitée avec précision. L'autoroute ne se soucie pas des histoires ou de la survie ou de la justice. Elle continue simplement de s'étendre vers l'avant dans l'obscurité, transportant des camions qui contiennent tout ce dont le commerce américain a besoin. Et quelque part dans cette obscurité, des gens attendent toujours des opportunités créées par la météo et l'isolement, et la confiance que les conducteurs placent dans les panneaux et les systèmes qu'ils supposent fonctionner selon des règles légitimes. Alden le sait maintenant d'une manière qu'il ne savait pas avant. Il le sait avec la certitude de quelqu'un qui a vu derrière le rideau et ne peut jamais tout à fait oublier ce qui s'y cachait. Il conduit prudemment, surveille constamment, et partage son expérience avec d'autres routiers qui ont besoin de comprendre que les menaces sur la route ne sont pas toujours celles que l'on peut voir venir à travers son pare-brise.